le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez raison d'écouter la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À 7h, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François, et Speed Jean-Julien, Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, nous démarrons cette page tout de suite aux États-Unis. Après 28 ans, la Cour suprême des États-Unis, le juge progressiste Stephen Breyer va tirer sa révérence d'ici à cet été. Selon les médias américains, le président américain Joe Biden a répété mercredi qu'il nommerait une femme noire pour le remplacer. Voici un décryptage signé France 24. Ils sont 9 et conduisent l'institution la plus puissante de la République américaine. Ils sont désignés par le président des États-Unis et confirmés par le Sénat. Ce sont les juges de la Cour suprême et leur pouvoir supplante celui d'une cour d'appel, d'une cour de cassation et concrètement de toutes les juridictions fédérales ou même celles des États. La Constitution des États-Unis ne prévoit pas de limite à leur mandat. Ils sont en théorie désignés pour la vie et dans quelques mois, l'un d'eux, le juge Stephen Breyer, 83 ans, présentera sa démission, déclenchant de facto le processus de sélection de son successeur. En pratique, et puisque le président est chargé de proposer des candidatures, le juge Breyer, progressiste, devrait être remplacé par un progressiste, une sensibilité qui est d'ailleurs largement minoritaire à la Cour suprême depuis que Donald Trump a proposé une succession de juges conservateurs durant les 4 années de son mandat. Joe Biden, lui, a déjà annoncé que son choix se porterait sur une femme afro-américaine. La symbolique est forte, certes, mais ne se traduira pas d'effets réellement concrets puisque la Cour suprême restera à majorité conservatrice. Une tendance d'ailleurs qui pèse lourd en ce moment, notamment, par exemple, dans le domaine du droit à l'avortement. Froideur entre la Russie et les États-Unis. La Russie a froidement accueilli jeudi le rejet par Washington de ses exigences sécuritaires en échange qui alimente la crise russo-occidentale sur l'Ukraine. Les deux camps ont gardé ouverte la porte du dialogue. Voici un reportage signé Euronews. Une nouvelle vague de froid s'installe entre la Russie et les États-Unis. Au lendemain de la remise d'une lettre par l'ambassadeur américain au sujet de l'Ukraine, le chef de la diplomatie russe estime que les Américains ne répondent pas à leur principale exigence de ne pas inclure l'Ukraine dans l'OTAN. Concernant le contenu de la lettre, il y a une réponse qui permet d'espérer le début d'une conversation sérieuse sur les questions secondaires. Mais dans ce document, il n'y a pas de réponse positive à la question principale. Suite à la rencontre entre les négociateurs allemands, français, russes et ukrainiens, Berlin a enfin brandi une menace attendue, celle d'imposer des sanctions sur le projet du gazoduc Nord Stream 2. Ce dernier doit acheminer du gaz russe en Allemagne et en Europe via la mer Baltique. Tout en saluant les efforts des Occidentaux pour tenter de mettre fin à la crise, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a rappelé que c'était à la Russie de faire des concessions et que son pays ne flancherait pas. Si quelqu'un décide de conclure des accords sur l'Ukraine dans le dos de l'Ukraine, nous ne les accepterons pas. Ils seront rejetés. C'est une question de principe. Nous ne permettrons à personne, même à nos amis, de nous imposer une quelconque concession. Pendant ce temps, des images satellites montrent des chars et des véhicules militaires rassemblés dans une zone d'entraînement à Pogonovo, en Russie, à quelques heures de route de la frontière ukrainienne. D'après Washington, environ 100 000 soldats russes se tiennent près de la frontière et les exercices militaires se poursuivent. Nous restons toujours sur le vieux continent, car en Europe, un vent de liberté souffle sur l'Europe. L'Angleterre a levé la quasi-totalité de ses restrictions aujourd'hui. Au Danemark, le protocole sanitaire sera suspendu le 1er février. L'OMS estime plausible la fin de la pandémie. Voici un reportage signé TV5 Monde. Bas les masques, plus de passe sanitaire. Aujourd'hui, l'Angleterre lève la quasi-totalité des restrictions Covid.
Cette décision reçoit un bon accueil chez les Londoniens qui resteront tout de même prudents. J'ai l'impression que ça faisait une éternité. C'est toujours un peu inquiétant, je garde un masque sur moi de toute façon, mais c'est un énorme soulagement parce que ça fait près de 2 ans qu'on est coincé à l'intérieur ou limité à l'extérieur et ça a été épuisant, surtout pour quelqu'un de mon âge. Alors oui, c'est un grand soulagement, ça fait quand même un peu peur, mais c'est sympa. Les infections au coronavirus n'ont pas pour autant disparu. Le pays enregistre encore 100 000 nouveaux cas quotidiens et certaines enseignes et municipalités continuent d'exiger le port du masque. Une levée des restrictions qui tombe à pic pour Boris Johnson, empêtré dans l'enquête du Partygate. En tout cas, pour l'OMS, l'Europe est sur la bonne voie. Une fois que la vague Omicron se sera calmée, il y aura pendant quelques semaines et quelques mois une immunité globale. Il est plausible que la région se dirige vers une sorte de fin de pandémie. Non pas une fin du Covid-19, mais une fin de pandémie. Plusieurs pays allègent leurs protocoles sanitaires. Après l'Angleterre, le Danemark lèvera ses restrictions le 1er février. L'Autriche met fin au confinement des non-vaccinés, tandis que l'Espagne ouvre la voie pour traiter le Covid-19 comme une simple grippe saisonnière. Direction le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Emmanuel Cotan, le coup d'État au Burkina Faso ne réglera pas tout. Le putsch a été largement soutenu par la population, lassée notamment par violence djihadiste qui frappe le pays. Mais certains experts mettent en garde. Voici un reportage signé Africa News. 2 jours après le coup d'État qui a renversé le président burkinabé Roch Kaboré, les militaires au pouvoir commencent à organiser la transition. Le putsch a été largement soutenu par la population, lassée notamment par la violence djihadiste qui frappe le pays. Mais certains experts tiennent à mettre en garde. Je ne crois à aucune forme de coup d'État. Je crois aux institutions démocratiques, à la manière démocratique de résoudre les problèmes. Parce que le coup d'État militaire ne va pas changer les véritables forces motrices du conflit. Quels sont les vrais moteurs du conflit dans ce pays? Le chômage, le manque de droits des jeunes concernant leur citoyenneté, mais aussi le manque de sécurité pour les Burkinabés ordinaires et surtout la mauvaise gouvernance. Le coup d'État a été fermement condamné par plusieurs pays occidentaux, mais aussi par l'ONU et par l'Union africaine. De son côté, la CEDEAO a annoncé qu'elle tiendrait ce vendredi une réunion virtuelle pour examiner la situation dans le pays et peut-être prendre de possibles sanctions contre les militaires. Le bloc de la CEDEAO a mal fait son travail. Le plus souvent, lorsqu'il y a une agitation de la part des citoyens, les pays membres de la CEDEAO ne semblent pas se mettre du côté du peuple. Ils attendent jusqu'à ce que ces sous-officiers mécontents, après plusieurs cris du peuple, viennent mettre en scène une mutinerie qui, le plus souvent, est célébrée par les citoyens. La CEDEAO a échoué et elle est en train de devenir en grande partie un organe dysfonctionnel. Et je pense que la CEDEAO doit prendre plus de recul, faire plus de consultations, être patiente sur le plan diplomatique et renforcer les capacités de ces pays de manière à ce qu'ils puissent offrir à leurs citoyens une bonne gouvernance et plus de sécurité. L'ancien président Roch Martial Kaboré ainsi que son premier ministre Lassina Zerbo ont tous les deux été placés en résidence surveillée. Dossier spécial dans cette page internationale pour ce aujourd'hui. Nous irons en Israël. Gestion de la crise sanitaire. Immersion dans un hôpital en Israël. 5e vague de contamination en Israël, prévue pour le mois de février, malgré une 4e dose de vaccin. Voici un dossier spécial signé I24 News. Odaya, la cellule de crise. Progresser vers le 4. Se rendre au poste numéro 4, patient dialysé, merci. La cellule de crise du service Omicron mérite son nom. C'est dur, c'est stressant. On fait de notre mieux pour prodiguer aux patients les meilleurs soins possibles. Il faut répartir les équipes, surveiller, faire attention au stock de médicaments, à tout. Que quelqu'un m'apporte ce truc.
Une étudiante complètement débutante? Je dois d'abord parler à Margalite. Je préfère quelqu'un de rodé plutôt qu'une débutante. Une étudiante toute jeune sortie de son emballage plastique, ce n'est pas prudent de la faire rentrer. Ce spectacle va la rendre malade. Il faut agir, savoir quoi faire. Mais on n'a pas le choix, on accepte n'importe qui avec amour. 1, 2, 3 tours de garde et elle ira bien. On fait face à un gros problème de main-d'œuvre partout. Beaucoup de cas positifs, des équipes entières positives. Ce n'est pas facile. Omicron est partout, omniprésent, envahissant. L'endiguer est une bataille perdue d'avance. Au total, nous avons 10 services et zones désignées pour patients infectés. Un service ici, au 3e étage, un autre au 8e étage, plus 2 autres ailleurs. Puis une zone dédiée au service de médecine des urgences. Et des cas hybrides en quarantaine dans les services réguliers, en pédiatrie, en maternité et bien sûr au labo d'urgence biologique. Ahmad Alami et moi sommes autorisés dans l'un des services Covid. Nous enfilons l'équipement de protection. Passons par 2 portes. Nous y sommes. Cinquième vague. Infirmiers et patients, hommes et femmes, juifs et arabes, tous ensemble, pour le combat de leur vie, se battant pour leur vie. Tous soignant les malades, tous les malades alités. Selon les prévisions des experts, la vague Omicron atteindra son apogée au cours de la semaine à venir. Et les hôpitaux feront face à un nombre record de patients dans un état critique 2 semaines plus tard, c'est-à-dire durant la première quinzaine du mois de février. Cette vague est dure. J'essaye de ne pas prendre cela à cœur, mais ça te touche. Tu ramènes ça à la maison, ça ne m'empêchera pas de donner le meilleur de moi-même. Se rendre au 24, s'il vous plaît. Faible saturation. Lit 15, branchez le monitor. Ce survivant de la Shoah de 94 ans a été infecté pendant son hospitalisation. Le personnel fait de son mieux, ce qu'ils peuvent faire, ce qui est entre les mains de l'homme. C'est ainsi que prend fin la page internationale au grand journal du 14h. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée Ed Prod. Réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Présentation Erlich Dorelas. Couleur du temps pour ce aujourd'hui. Il fait froid, un froid de Sibérie. 27 degrés Fahrenheit, ça donne moins 3 degrés Celsius. À Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Lionel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi, accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.